Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui simplement nous résistent. Parfois, en fin de journée, quand le silence s'installe et que l'agitation du monde se retire un peu, nous nous retrouvons face à quelque chose d'étrange, une tension qui n'a pas de nom, une légère pression dans la poitrine, comme si quelque part en nous, quelque chose attendait. Nous ne savons pas toujours ce que nous attendons, mais nous sentons que nous attendons, que nous guettons, que nous espérons ou que nous redoutons. Cette oscillation entre ce qui pourrait arriver de bon et ce qui pourrait arriver de mauvais, elle ne nous quitte jamais vraiment. Elle colore nos journées, elle traverse nos nuits, elle s'insinue dans nos décisions, dans nos silences, dans nos rêves. L'espoir nous tire vers l'avant, vers un demain qui serait meilleur, vers une version améliorée de notre vie, vers un moment où enfin les choses seraient comme elles devraient être. La crainte nous retient, nous avertit, nous prépare au pire, nous fait anticiper les dangers, nous maintient en alerte. Ces deux forces nous habitent. Elles semblent opposées, mais elles partagent quelque chose de fondamental. Elles nous projettent toutes deux hors du présent. Elles nous font vivre dans un temps qui n'existe pas encore, dans un futur imaginé, construit, redouté ou désiré. Et si nous observons attentivement, sans jugement, juste avec une curiosité douce, nous remarquons peut-être que ces deux mouvements, espoir et crainte, créent une sorte de vibration constante, une tension de fond, comme un muscle qui ne se relâche jamais complètement. Même dans les moments de joie, l'espoir murmure que cette joie pourrait durer, devrait durer, et déjà la crainte répond qu'elle pourrait s'évanouir. Même dans les moments difficiles, l'espoir cherche une issue, une amélioration, tandis que la crainte calcule les risques, les pertes possibles, les dangers à venir. Cette danse entre les deux, elle peut sembler inévitable, naturelle, comme si c'était simplement ce que signifie être humain, être vivant. Mais il arrive parfois, rarement peut-être, des instants où cette tension se relâche. Pas parce que nous avons obtenu ce que nous espérions, pas parce que nos craintes se sont dissipées, mais simplement parce que pour un moment, nous avons cessé d'attendre. Ces moments sont étranges, ils ne ressemblent à rien d'autre, ils ne sont ni joyeux ni tristes, ils ne sont ni pleins ni vides, ils sont simplement là, présents, stables, sans mouvement vers l'avant ou l'arrière. Et dans ces moments, quelque chose de différent devient perceptible, une qualité de silence, une forme de repos qui n'a rien à voir avec le sommeil, une paix qui ne ressemble pas à l'apaisement après la tempête, mais plutôt à l'absence de tempête, à l'absence de besoin de tempête. Ce n'est pas quelque chose que nous cherchons habituellement, parce que nous cherchons toujours quelque chose de plus, de mieux, de différent. Mais peut-être, juste peut-être, existe-t-il une façon d'être qui ne repose ni sur l'espoir, ni sur la crainte, une façon d'habiter le temps qui n'a pas besoin de futur pour se justifier. Et peut-être que cette façon d'être, nous l'avons déjà effleurée, sans la reconnaître, sans la nommer, dans ces instants où nous avons simplement été là, sans rien attendre. La mécanique de l'attente. L'espoir et la crainte ne sont pas de simples émotions qui nous visitent de temps en temps. Ce sont des structures profondes, des façons d'organiser l'expérience, des mécanismes par lesquels nous donnons un sens au temps. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à vivre en fonction de ce qui n'est pas encore. Nous apprenons à désirer, à anticiper, à nous préparer. Si tu fais ceci, tu obtiendras cela. Si tu travailles maintenant, tu seras récompensé plus tard. Si tu te comportes bien, de bonnes choses arriveront. Si tu n'es pas prudent, des choses terribles pourraient te survenir. Toute notre éducation, toute notre socialisation, tout notre système de valeurs repose sur cette structure temporelle, ce déplacement constant de l'attention vers un futur conditionnel, et progressivement, sans même nous en rendre compte, nous intériorisons cette façon de vivre. Elle devient automatique, transparente, nous ne la questionnons plus.
Nous vivons dans un état permanent de préparation. Nous accumulons des ressources pour plus tard. Nous construisons des compétences pour des situations futures. Nous élaborons des plans, des stratégies, des scénarios. Même nos moments de repos sont colorés par cette orientation. Nous nous reposons pour être prêts demain. Nous prenons soin de nous pour éviter de tomber malade. Nous cultivons nos relations pour ne pas être seuls à l'avenir. Tout est instrumental, tout est moyen en vue d'une fin, et cette fin est toujours projetée plus loin, dans un demain qui recule à mesure que nous avançons. L'espoir est le moteur de ce système. Il nous fait croire que le futur sera meilleur que le présent, que nos efforts seront récompensés, que nos sacrifices auront un sens, que quelque part devant nous attend la satisfaction, l'accomplissement, le bonheur. La crainte est le frein. Elle nous empêche de prendre des risques inconsidérés. Elle nous maintient vigilants. Elle nous protège contre les dangers potentiels. Elle nous rappelle que le futur pourrait aussi être pire que le présent. Ensemble, ces deux forces créent une dynamique, une tension productive. Elles nous maintiennent en mouvement. Elles donnent une direction, un but, un sens. Mais cette dynamique a un coût. Elle nous empêche d'être pleinement présents parce que notre attention est constamment divisée. Une partie de nous est toujours projetée ailleurs, dans ce qui pourrait être, dans ce qui devrait être, dans ce qui ne doit pas être. TIM 0.6, elle crée une insatisfaction chronique parce que le présent n'est jamais assez, il n'est jamais le but, il n'est qu'une étape, un passage, un moment à traverser pour atteindre quelque chose d'autre. Elle génère de l'anxiété parce que le futur est par nature incertain. Nous ne pouvons jamais être sûrs que nos espoirs se réaliseront. Nous ne pouvons jamais éliminer complètement nos craintes. Et elle nous épuise parce que nous sommes constamment en train de courir, de planifier, d'anticiper, de nous préparer sans jamais vraiment arriver nulle part parce qu'il y a toujours un nouveau futur qui se profile. Les neurosciences ont commencé à cartographier cette mécanique de l'attente, à identifier les circuits cérébraux qui sous-tendent l'espoir et la crainte, le système dopaminergique qui joue un rôle central dans la motivation. Et la récompense s'active non pas quand nous obtenons ce que nous désirons, mais quand nous anticipons de l'obtenir. C'est l'espoir lui-même qui libère de la dopamine, cette molécule qui nous fait nous sentir bien, qui nous donne de l'énergie, qui nous pousse à agir. Quand nous imaginons un futur positif, quand nous faisons des plans, quand nous nous projetons dans une situation désirable, notre cerveau réagit presque comme si cette situation était déjà réelle. C'est pourquoi l'espoir peut être si puissant, si séduisant. Il nous offre un avant-goût du plaisir, sans que nous ayons besoin d'obtenir quoi que ce soit. Mais ce système a un défaut, il crée une dépendance. Parce que la dopamine diminue rapidement quand nous obtenons réellement ce que nous désirions, l'accomplissement ne procure jamais autant de satisfaction que l'anticipation. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe du désir. Nous poursuivons des choses en croyant qu'elles nous rendront heureux, mais quand nous les obtenons, la satisfaction est brève, et rapidement nous nous tournons vers un nouveau désir, un nouvel espoir. Le système ne nous permet jamais de nous arrêter vraiment. Il nous maintient toujours en mouvement, toujours en quête, toujours insatisfait. La crainte fonctionne différemment, mais avec une efficacité similaire. Elle active l'amygdale, cette structure cérébrale ancienne qui détecte les menaces et déclenche les réponses de survie, combat ou fuite, figement ou soumission. Quand nous imaginons un futur négatif, quand nous anticipons une perte, une douleur, un danger, notre corps réagit comme si cette menace était présente ici et maintenant. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, le cortisol inonde le système. Nous entrons dans un état de vigilance accrue. Cet état peut être utile face à un danger immédiat. Il nous prépare à réagir rapidement. Mais quand il devient chronique, quand nous vivons dans une anticipation constante de menaces futures, il devient destructeur. Le stress chronique, l'anxiété, la rumination
ce sont les sous-produits d'un système de crainte qui fonctionne en permanence, qui ne trouve jamais de résolution, parce que les menaces que nous craignons sont souvent abstraites, lointaines, hypothétiques. Elles ne peuvent pas être combattues ou fuies, elles ne peuvent qu'être endurées mentalement, encore et encore. Et plus nous craignons, plus nous cherchons à contrôler, à anticiper, à nous préparer, et plus le futur devient menaçant, parce que nous voyons des dangers partout, parce que notre attention se fixe sur ce qui pourrait mal tourner. Espoir et crainte fonctionnent donc comme un système fermé, un cercle qui se renforce lui-même. Plus nous espérons, plus nous craignons de ne pas obtenir ce que nous espérons, plus nous craignons, plus nous espérons que nos craintes ne se réaliseront pas. Et dans ce mouvement perpétuel, nous perdons contact avec ce qui est réellement là, avec l'expérience directe, avec le présent tel qu'il se manifeste. Nous vivons dans une réalité imaginée, construite par notre esprit, où le passé est regret et nostalgie, où le futur est promesse et menace, et où le présent n'est qu'un point de passage, trop mince pour être habité. L'illusion du contrôle. Au cœur de l'espoir et de la crainte se trouve une croyance fondamentale, une hypothèse si profondément ancrée que nous la remarquons rarement. L'idée que nous pouvons et devons contrôler notre futur. Nous croyons que si nous faisons les bons choix, si nous travaillons assez dur, si nous sommes assez prudents, alors nous pouvons façonner notre avenir selon nos désirs, nous pouvons éviter les malheurs, nous pouvons garantir notre sécurité, notre bonheur, notre succès. Cette croyance est si centrale dans notre culture que la remettre en question semble presque dangereux, irresponsable, comme si accepter notre impuissance fondamentale face au futur équivalait à renoncer, à abandonner toute ambition, tout projet. Mais si nous regardons honnêtement notre expérience, nous constatons quelque chose de troublant. La plupart des choses importantes qui nous sont arrivées, les événements qui ont vraiment façonné notre vie, nous ne les avons pas planifiés, nous ne les avons pas contrôlés, ils sont simplement survenus. Les rencontres décisives, les opportunités inattendues, les accidents, les maladies, les découvertes, les pertes, tout cela échappe largement à notre contrôle. Nous pouvons influencer certaines choses, bien sûr, nous pouvons augmenter ou diminuer certaines probabilités, mais nous ne pouvons jamais garantir un résultat. Nous ne pouvons jamais éliminer l'incertitude. Et pourtant, nous continuons de vivre comme si le contrôle était possible, comme si suffisamment d'efforts, suffisamment de planification, suffisamment de vigilance pouvaient nous protéger de l'imprévisible. Cette illusion a des racines psychologiques profondes. Les psychologues parlent du biais de contrôle, notre tendance à surestimer notre capacité d'influence sur les événements, à voir des patterns là où il n'y a que du hasard, à croire que nos actions ont plus d'impact qu'elles n'en ont réellement. Ce biais n'est pas irrationnel, il a probablement eu une valeur adaptative dans notre évolution. Il nous a poussés à agir, à essayer, à ne pas abandonner face aux difficultés. Mais il a aussi un coût. Il nous maintient dans un état d'effort constant, dans une quête perpétuelle de maîtrise, dans une lutte contre l'incertitude fondamentale de l'existence. L'espoir est intimement lié à cette illusion de contrôle. Quand nous espérons, nous supposons implicitement que le futur que nous désirons est atteignable, que nos actions peuvent le rapprocher, que nous avons un certain pouvoir sur ce qui va se produire. Sans cette supposition, l'espoir n'aurait pas de sens, ce serait simplement un souhait vague, une fantaisie sans conséquence. Mais parce que nous croyons pouvoir influencer le futur, l'espoir devient motivant, il nous pousse à agir, à planifier, à nous efforcer. La crainte fonctionne de la même manière. Nous craignons parce que nous croyons que certaines actions ou certaines négligences pourraient conduire au malheur, que si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne prenons pas les bonnes précautions, alors les choses tourneront mal. Cette crainte nous maintient alertes,
elle nous fait anticiper les dangers, elle nous pousse à nous protéger. Mais elle repose toujours sur l'idée que nous avons un certain contrôle, que notre vigilance fait une différence, que nous pouvons éviter ce que nous redoutons. Que se passerait-il si nous lâchions cette illusion ? Non pas en renonçant à agir, non pas en devenant passif ou fataliste, mais simplement en reconnaissant la vérité fondamentale de notre situation. Nous pouvons agir, nous devons même agir, mais nous ne pouvons pas contrôler les résultats de nos actions. Nous pouvons faire de notre mieux avec les informations et les capacités dont nous disposons, mais nous ne pouvons pas garantir que nos efforts produiront ce que nous désirons ou éviteront ce que nous redoutons. Cette reconnaissance n'est pas déprimante, même si elle peut d'abord sembler sombre. En réalité, elle est libératrice, parce qu'elle nous décharge d'un fardeau impossible, le fardeau de devoir tout contrôler, de devoir tout prévoir, de devoir nous protéger contre toutes les éventualités. Elle nous permet de faire ce que nous pouvons, puis de laisser aller, de ne pas nous accrocher aux résultats, de ne pas nous torturer avec des regrets ou des inquiétudes. Les traditions contemplatives orientales ont exploré cette reconnaissance depuis des millénaires. Le taoïsme parle du Wu Wei, l'action sans effort, ou plus précisément l'action sans attachement au résultat, l'action qui coule naturellement de la situation sans être forcée par le désir ou la crainte. Le bouddhisme enseigne le lâcher-prise, non pas comme une passivité, mais comme une forme d'action qui n'est pas crispée par l'attachement, qui accepte que les choses se déroulent selon leurs propres lois, indépendamment de nos préférences. Ces enseignements ne disent pas de ne rien faire, ils disent de faire sans s'accrocher, d'agir sans espérer ni craindre, de participer pleinement à la vie tout en reconnaissant que nous ne sommes pas les maîtres du jeu. Dans la vie ordinaire, cette reconnaissance se manifeste parfois spontanément. Quand nous sommes complètement absorbés dans une activité, quand nous sommes dans ce qu'on appelle le flow, nous ne pensons pas aux résultats, nous ne calculons pas, nous ne nous inquiétons pas, nous sommes simplement là, engagés, présents. Ces moments sont paradoxaux parce que c'est précisément quand nous cessons d'essayer de contrôler que nous sommes le plus efficace, le plus créatif, le plus vivant. Quand le musicien oublie la performance et se perd dans la musique, quand l'athlète arrête de penser à la victoire et se fond dans le mouvement, quand l'artisan cesse de s'inquiéter du résultat et se concentre sur le geste, c'est dans cet oubli de soi, dans cet abandon du contrôle, que quelque chose de plus grand peut se manifester. Le présent comme refuge. Si l'espoir et la crainte nous projettent dans un futur imaginaire, alors le retour au présent pourrait sembler être la solution. C'est d'ailleurs ce que proposent beaucoup de pratiques contemporaines, méditation de pleine conscience, yoga, techniques de relaxation. Toutes nous invitent à revenir à l'instant présent, à nous ancrer dans le ici et maintenant. Et il est vrai que le présent offre une qualité différente, une stabilité que le futur imaginé ne peut jamais fournir. Dans le présent immédiat, tel qu'il est réellement perçu, il n'y a pas de problème. Il y a des sensations, des perceptions, des pensées qui surgissent et disparaissent, mais il n'y a pas cette structure complexe d'espoir et de crainte qui nous projette ailleurs. Quand nous sommes vraiment présents, ne serait-ce qu'un instant, nous découvrons quelque chose de surprenant. L'expérience directe est toujours gérable. C'est seulement quand nous ajoutons le passé et le futur que les choses deviennent écrasantes. La douleur physique, par exemple, est supportable instant après instant. C'est l'idée qu'elle va continuer, qu'elle pourrait empirer, que nous ne pourrons pas la supporter, cette narration temporelle qui crée la souffrance insupportable. Mais le présent n'est pas un refuge qu'on peut habiter par simple décision. Nous ne pouvons pas simplement décider d'être présents, de la même manière que nous ne pouvons pas décider de ne plus penser. La projection dans le temps est tellement automatique, tellement intégrée à notre façon de fonctionner,
qu'elle continue même quand nous essayons de nous en débarrasser. Nous pouvons nous asseoir en méditation, fermer les yeux, porter attention à notre respiration, et en quelques secondes, notre esprit est ailleurs, planifiant le dîner, rejouant une conversation, anticipant une réunion. Il y a quelque chose de paradoxal dans l'injonction à être présent, parce que dès que nous essayons d'être présents, nous créons un but, un objectif, nous devenons quelqu'un qui essaie d'atteindre un état particulier, et cet effort lui-même nous projette hors du présent. Nous espérons atteindre la présence, nous craignons de la perdre, et nous voilà revenus exactement là où nous étions, dans la structure même que nous voulions transcender. La présence ne peut pas être un projet, elle ne peut pas être quelque chose que nous poursuivons, parce que la poursuite elle-même crée la distance. Alors comment accède-t-on au présent ? Peut-être pas en y accédant, peut-être simplement en remarquant que nous n'y sommes jamais vraiment absents. Même quand notre esprit est projeté dans le futur ou le passé, même quand nous sommes perdus dans nos pensées, l'expérience elle-même se déroule toujours maintenant. La pensée du futur, elle arrive maintenant. La sensation d'anxiété à propos de demain, elle est ressentie maintenant. Le souvenir du passé, il émerge maintenant. Le présent n'est pas quelque chose que nous devons atteindre, c'est simplement ce qui est toujours déjà là, même quand nous ne le remarquons pas. Cette reconnaissance change quelque chose de subtil mais fondamental. Si le présent est inévitable, s'il n'y a nulle part ailleurs où être, alors nous pouvons arrêter de le poursuivre. Nous pouvons arrêter de faire du présent un objectif, un état idéal à atteindre. Nous pouvons simplement remarquer que même nos projections temporelles, même nos espoirs et nos craintes sont des événements présents, des mouvements de conscience qui se déroulent ici et maintenant. Cela ne les fait pas disparaître immédiatement. L'espoir et la crainte ne s'évaporent pas par simple reconnaissance. Mais quelque chose dans notre relation à eux peut changer. Au lieu d'être complètement identifiés à ces mouvements, emportés par eux, nous pouvons commencer à les voir comme des phénomènes, comme des vagues qui traversent le champ de conscience sans nécessairement définir qui nous sommes. L'espoir apparaît, nous le remarquons, il se déploie, il s'estompe. La crainte surgit, nous la ressentons, elle pulse, elle se dissout. Nous ne sommes pas ces mouvements, nous sommes l'espace dans lequel ils apparaissent. Cette perspective n'est pas seulement philosophique, elle a été validée par des recherches en neurosciences contemplatives. Quand des méditants expérimentés sont observés en scanner cérébral, on constate que pendant la méditation, l'activité dans le cortex préfrontal médian, la région associée à la pensée autoréférentielle, au récit de soi, diminue significativement. En même temps, l'activité dans les régions sensorielles, celles qui traitent l'expérience directe, augmente. Il y a un déplacement, une réorganisation de la façon dont le cerveau traite l'expérience. Moins de narration, moins de projection, plus de perception directe. Mais ce changement ne se produit pas par effort, il se produit par relâchement. Quand nous cessons de nous agripper au récit, quand nous cessons d'alimenter la projection temporelle, le système naturellement revient à un mode plus direct, plus immédiat. C'est comme si notre configuration par défaut, celle à laquelle nous revenons quand nous ne faisons rien de particulier, n'était pas la projection, mais la présence. C'est nous qui créons constamment la projection, en alimentant les pensées, en suivant les récits, en nous identifiant au mouvement. Et quand nous cessons de faire cela, même brièvement, la présence est simplement là, non comme un accomplissement, mais comme ce qui reste quand nous arrêtons d'ajouter. L'acceptation sans résignation. Le mot acceptation porte souvent une connotation négative. Accepter semble impliquer une défaite, une soumission, un renoncement à nos désirs et à nos possibilités. Dans notre culture qui valorise l'action, l'ambition, la transformation, accepter peut sembler être le contraire de vivre pleinement, comme si accepter signifiait se résigner, abandonner, cesser de lutter.
Mais l'acceptation dont il est question ici est différente. Ce n'est pas une acceptation passive, ce n'est pas un abandon, c'est une reconnaissance active de ce qui est. C'est la capacité de voir clairement la réalité telle qu'elle se présente, sans immédiatement la comparer à ce qu'elle devrait être, sans immédiatement vouloir qu'elle soit différente. Cette forme d'acceptation n'exclut pas l'action, elle la rend simplement plus claire, plus directe, moins chargée d'attachement et de résistance. Quand nous n'acceptons pas ce qui est, quand nous résistons à la réalité présente, nous créons une tension particulière. Une partie de nous sait que les choses sont comme elles sont. Une autre partie refuse cette réalité, veut qu'elle soit différente, espère qu'elle changera, craint qu'elle empire. Cette division interne consomme énormément d'énergie. Elle crée un conflit constant, une lutte qui ne peut jamais être vraiment gagnée parce qu'elle est menée contre la réalité elle-même. Nous pouvons changer certaines circonstances, bien sûr, mais nous ne pouvons pas changer le fait qu'en ce moment, les choses sont exactement comme elles sont. L'acceptation consiste simplement à cesser de nier cette vérité fondamentale. Les choses sont ce qu'elles sont, maintenant. Elles peuvent changer, elles changeront, mais en ce moment, c'est ceci. Quand nous acceptons cela, quand nous cessons de résister à ce qui est déjà le cas, quelque chose se détend. Non pas que les circonstances changent magiquement, mais notre relation à elles change. Nous cessons de nous battre contre elles mentalement. Nous cessons de gaspiller notre énergie à vouloir que le présent soit différent. Cette détente n'est pas une résignation. La résignation est lourde. Elle porte une saveur de défaite, de découragement, comme si nous avions perdu quelque chose d'important. L'acceptation véritable est légère. Elle n'a pas cette lourdeur. Elle est simplement la reconnaissance de ce qui est, sans jugement, sans histoire ajoutée. À partir de cette acceptation, l'action devient possible d'une manière différente. Quand nous acceptons ce qui est, nous pouvons voir clairement. Nous ne sommes plus aveuglés par nos désirs ou nos peurs. Nous ne sommes plus en train de nier des aspects de la réalité parce qu'ils sont dérangeants. Nous pouvons simplement observer qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui demande à être fait. Et à partir de cette clarté, nous pouvons agir, non pas parce que nous espérons atteindre un futur idéal, non pas parce que nous craignons un futur catastrophique, mais simplement parce que c'est l'action appropriée à la situation. Cette forme d'action a une qualité différente. Elle n'est pas tendue par l'espoir, elle n'est pas crispée par la crainte, elle coule plus naturellement, comme l'eau qui trouve son chemin sans effort. Les taoïstes appellent cela le Wu Wei, l'action sans action, ou plus précisément l'action qui n'est pas forcée, qui ne résiste pas au flux naturel des choses. Ce n'est pas de l'inaction, c'est une action qui est en harmonie avec la situation, qui ne va pas contre le grain de la réalité. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons reconnaître cette différence. Parfois, nous agissons à partir d'un état de lutte. Nous poussons, nous forçons, nous essayons de faire arriver quelque chose qui résiste. Ces actions sont épuisantes, même quand elles réussissent. Elles laissent une fatigue particulière, parce qu'elles vont contre quelque chose. D'autres fois, nous agissons à partir d'un état de clarté. Nous faisons simplement ce qui doit être fait, sans résistance interne, sans conflit. Ces actions peuvent être tout aussi exigeantes physiquement, mais elles ont une légèreté, une fluidité. Elles ne nous épuisent pas de la même manière. L'acceptation ne signifie donc pas qu'il n'y a rien à faire. Elle signifie que nous cessons de nous battre contre le fait que les choses sont comme elles sont maintenant. Nous pouvons toujours vouloir changer les choses, nous pouvons toujours agir pour améliorer une situation, mais nous ne nions plus la réalité présente en attendant. C'est cette négation, cette résistance constante à ce qui est, qui crée tant de souffrances inutiles. Pas la difficulté elle-même, mais notre refus de la difficulté, notre insistance que les choses devraient être autres qu'elles ne sont. La dissolution progressive. Vivre sans espoir ni crainte n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, comme un interrupteur qu'on pourrait actionner.
C'est un processus graduel, une érosion lente des structures mentales qui nous maintiennent projetés dans le temps. Ces structures se sont formées sur des années, des décennies. Depuis l'enfance, elles sont profondément ancrées, automatiques, transparentes. Elles ne disparaissent pas simplement parce que nous comprenons intellectuellement qu'elles créent de la souffrance. La première étape de cette dissolution est souvent simplement de remarquer. Remarquer quand l'espoir apparaît, comment il teinte notre perception, comment il nous projette ailleurs. Remarquer quand la crainte surgit, comment elle contracte le corps, comment elle crée des scénarios futurs. Oh, ce n'est pas une observation critique. Nous ne sommes pas en train de nous juger pour avoir de l'espoir ou de la crainte. Nous sommes simplement en train de voir comment ces mécanismes fonctionnent. Au début, cette observation est difficile. L'espoir et la crainte sont si rapides, si automatiques, que nous sommes déjà emportés avant même de réaliser qu'ils sont là. Nous nous retrouvons perdus dans une fantaisie d'avenir, dans un scénario catastrophique, et ce n'est que plus tard, parfois beaucoup plus tard, que nous réalisons où nous étions. Mais avec la pratique, avec une attention répétée, nous commençons à reconnaître ces mouvements plus tôt. Nous attrapons l'espoir au moment où il se forme. Nous sentons la crainte émerger avant qu'elle ne nous submerge complètement. Cette reconnaissance précoce crée un espace subtil, un moment où nous ne sommes pas encore complètement identifiés au mouvement, où nous pouvons encore choisir de ne pas le suivre. Ce n'est pas que nous supprimons l'espoir ou la crainte, nous ne les repoussons pas, nous ne faisons pas semblant qu'ils ne sont pas là. Nous les laissons être, mais nous ne montons pas dans le train, nous les regardons passer sans nous y accrocher. Au fil du temps, quelque chose d'intéressant se produit. Les mouvements d'espoir et de crainte continuent d'apparaître. Ils font partie du fonctionnement humain. Ils ne disparaissent jamais complètement. Mais ils perdent progressivement leur pouvoir de nous emporter. Ils deviennent plus légers, plus transparents, comme des nuages qui passent dans le ciel sans obscurcir le soleil. Nous pouvons sentir l'espoir se former, nous pouvons reconnaître son mouvement caractéristique, mais nous ne sommes plus obligés de le croire, de le suivre, de construire toute une réalité autour de lui. De même avec la crainte, nous pouvons ressentir la contraction, l'anticipation anxieuse, mais nous ne sommes plus submergés. Nous pouvons voir le mécanisme sans être le mécanisme. Cette transformation n'est pas linéaire. Il y a des jours où nous sommes complètement perdus dans nos projections, où l'espoir et la crainte semblent aussi solides et réels que jamais. Il y a d'autres moments où nous sommes étonnamment libres, où nous remarquons ces mouvements avec une clarté presque amusée, comme si nous regardions les mécanismes d'un dispositif ancien que nous comprenons maintenant. Et souvent, nous oscillons entre ces deux états, parfois conscients, parfois complètement identifiés. Ce qui change vraiment, ce n'est pas la présence ou l'absence d'espoir et de crainte, c'est notre relation à eux. Au début, nous sommes ces mouvements. Quand l'espoir apparaît, nous sommes quelqu'un qui espère. Quand la crainte surgit, nous sommes quelqu'un qui craint. Progressivement, nous devenons capables de voir ces mouvements sans être complètement définis par eux. Ils deviennent des événements dans la conscience plutôt que l'identité elle-même. C'est une distinction subtile mais profonde. Elle crée une liberté qui n'est pas l'absence de ces états, mais la capacité de ne pas être emprisonné par eux. Cette dissolution progressive a des effets pratiques. Quand nous sommes moins pris dans l'espoir et la crainte, nous devenons plus disponibles à ce qui est réellement là. Nous pouvons voir les situations plus clairement, sans les filtres de nos désirs et de nos peurs. Nous pouvons répondre de manière plus appropriée, parce que nous ne réagissons plus à partir de scénarios imaginaires, mais à partir de la réalité présente. Nos relations changent, nous sommes moins dans la projection, moins dans l'attente, moins dans la déception. Nous pouvons rencontrer les autres tels qu'ils sont plutôt que tels que nous voudrions ou craignons qu'ils soient. Et paradoxalement, quand nous cessons de vivre principalement dans le futur,
quand nous ne sommes plus obsédés par ce qui pourrait ou devrait arriver, nous découvrons que nous pouvons planifier plus efficacement, parce que notre planification n'est plus chargée émotionnellement, elle devient simplement pratique. Nous voyons ce qui doit être fait et nous le faisons, sans tout le poids de l'espoir et de la crainte. C'est comme si nous pouvions jouer le jeu de la vie, faire ce qui doit être fait, poursuivre des objectifs, prendre soin de nous-mêmes et des autres, mais sans prendre le jeu tellement au sérieux, sans croire que notre bonheur ou notre survie dépendent absolument du résultat. Une paix qui n'est pas un état. Nous avons tendance à penser la paix comme un état, quelque chose que nous pourrions atteindre et maintenir, comme si c'était une destination finale ou un accomplissement permanent. Mais la paix dont il est question ici n'est pas cela. Ce n'est pas un état mental particulier, ce n'est pas un sentiment de calme ou de sérénité, ce n'est pas l'absence de difficultés ou de défis. C'est plutôt la cessation de la lutte contre ce qui est. Cette paix peut être présente même quand nous sommes physiquement inconfortables, même quand nous faisons face à des difficultés, même quand les émotions sont intenses. Elle n'est pas l'absence d'expériences difficiles, elle est l'absence de résistance à l'expérience. Nous pouvons ressentir de la tristesse, mais sans la couche additionnelle de résistance à la tristesse, sans le « je ne devrais pas me sentir comme ça », sans le « quand est-ce que ça va s'arrêter ». Nous pouvons faire face à un défi, mais sans la narration catastrophique, sans la projection anxieuse, simplement ce qui est et ce qui est à faire. Cette paix n'est pas passive. Elle peut coexister avec une action vigoureuse, avec l'engagement, avec la passion. Mais elle n'est pas tendue par l'espoir. Elle n'est pas crispée par la crainte. Elle est plutôt comme un axe stable autour duquel toute activité peut tourner. Nous pouvons nous engager pleinement dans un projet, y consacrer toute notre énergie, tout en sachant que le résultat n'est pas sous notre contrôle et que notre valeur ou notre bonheur ne dépendent pas de ce résultat. Cette forme de paix est souvent décrite dans les traditions spirituelles comme l'équanimité. L'équanimité n'est pas l'indifférence, ce n'est pas que rien ne nous touche, ce n'est pas une coupure émotionnelle, c'est plutôt une stabilité au milieu du changement, une capacité à être présent à toutes les expériences, agréables ou désagréables, sans être emporté par elles, sans leur donner le pouvoir de nous définir. Les bouddhistes parlent parfois de l'équanimité comme d'un arbre, avec des racines profondes. Les vents peuvent souffler, les branches peuvent bouger, mais le tronc reste stable. Dans notre vie, nous pouvons reconnaître des moments de cette qualité. Parfois, face à une crise, après le premier choc, après que la réactivité initiale s'est calmée, nous trouvons un espace de clarté. Nous sommes toujours dans la situation difficile, mais il y a une acceptation de base, un hockey profond avec le fait que c'est ce qui est arrivé, et maintenant nous faisons face. Cette acceptation n'est pas de la résignation. Nous allons peut-être faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la situation, mais il n'y a pas cette lutte mentale, cette résistance à la réalité. Cette paix est aussi présente dans des moments plus ordinaires, quand nous sommes complètement absorbés dans une activité simple, marcher dans la nature, cuisiner, écouter de la musique. Dans ces moments, sans effort particulier, nous ne sommes pas projetés ailleurs, nous ne comparons pas ce moment à un autre, nous ne pensons pas à ce qui devrait être différent. C'est juste ceci, et c'est suffisant. Ce qui est fascinant, c'est que cette paix semble être notre état naturel. Quand nous n'ajoutons rien, quand nous ne résistons pas, quand nous ne nous projetons pas, il y a simplement une présence stable, une ouverture, une disponibilité. C'est nous qui créons constamment l'agitation, en alimentant les espoirs et les craintes, en résistant à ce qui est, en nous identifiant aux mouvements de pensées et d'émotions. Et quand nous cessons de faire cela, même brièvement, la paix est déjà là, pas comme quelque chose que nous avons créé, mais comme ce qui était toujours présent sous l'agitation.
Les neurosciences commencent à documenter cela aussi. Quand le réseau du mode par défaut, celui qui génère la pensée autoréférentielle, le récit de soi, les projections temporelles, est moins actif, il y a une réduction mesurable de l'anxiété et du stress. Ce n'est pas que le cerveau devient inactif, c'est qu'il fonctionne d'une manière différente, plus en phase avec le moment présent, moins pris dans la simulation et la projection. Et subjectivement, cela correspond à une expérience de plus grande facilité, de moins de friction interne. Cette paix n'est donc pas quelque chose à poursuivre, parce que la poursuivre active exactement les mécanismes qui l'obscurcissent. Elle n'est pas non plus quelque chose à protéger, parce que essayer de la préserver crée de la crainte de la perdre. Elle est simplement ce qui reste quand nous cessons de fuir l'instant présent, quand nous cessons de résister à ce qui est, quand nous laissons tomber l'espoir et la crainte, non pas par effort mais par simple reconnaissance de leur nature. C'est une paix sans condition, qui ne dépend pas de circonstances favorables, qui n'est pas menacée par les difficultés, parce qu'elle n'est pas un état fragile, mais simplement la nature de la conscience non agitée. Le paradoxe de l'action sans attente. Une question surgit naturellement. Si nous abandonnons l'espoir et la crainte, qu'est-ce qui nous motive à agir ? Dans notre compréhension habituelle, l'espoir et la crainte sont les moteurs de l'action. Nous agissons parce que nous espérons obtenir quelque chose ou parce que nous craignons de perdre quelque chose. Sans ces motivations, ne tomberions-nous pas dans la passivité, dans l'inaction, dans une forme d'apathie ? Cette inquiétude est compréhensible, mais elle repose sur une conception limitée de ce qui peut motiver l'action humaine. Il existe une forme d'action qui n'est pas motivée par l'espoir ou la crainte, une action qui émerge naturellement de la situation elle-même, qui répond directement à ce qui est là plutôt qu'à ce qui pourrait être. Cette action n'est pas moins énergique, elle peut même être plus efficace parce qu'elle n'est pas chargée de l'anxiété et de l'attachement qui accompagnent l'espoir et la crainte. Pensons à des situations où nous agissons sans calcul. Quand un enfant tombe, nous ne nous arrêtons pas pour espérer qu'il aille bien ou craindre qu'il soit blessé. Nous réagissons immédiatement, nous le relevons, nous vérifions, nous consolons. L'action est spontanée, directe, appropriée. Nous ne pensons pas au résultat, nous ne nous demandons pas si notre action sera suffisante. Nous faisons simplement ce qui doit être fait. Ou quand nous créons quelque chose, vraiment créons, dans un état de flow. Nous ne pensons pas au succès ou à l'échec, nous ne calculons pas les conséquences, nous sommes simplement absorbés dans l'acte lui-même. Le musicien qui improvise n'espère pas la note parfaite, il joue, il écoute, il répond. L'artisan qui travaille le bois n'est pas tendu vers le résultat final, il est attentif au grain, à la résistance, au geste. Ces actions sont complètes en elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'un futur pour se justifier. Cette forme d'action est ce que les traditions orientales appellent l'action désintéressée ou l'action juste. Elle n'est pas motivée par un gain personnel, elle n'est pas crispée par la crainte de l'échec, elle émane simplement de la perception claire de ce qui est nécessaire. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne à Arjuna l'art de l'action sans attachement aux fruits de l'action. Il ne dit pas de ne pas agir, il dit d'agir pleinement, avec tout notre être, mais sans être attaché au résultat, sans que notre paix dépende de l'issue. Dans notre vie moderne, nous pouvons reconnaître des domaines où nous fonctionnons déjà de cette manière. Quand nous aidons un ami, nous ne le faisons généralement pas parce que nous espérons quelque chose en retour ou parce que nous craignons les conséquences de ne pas aider. Nous le faisons parce que c'est la réponse naturelle à la situation. L'ami a besoin, nous pouvons aider, nous aidons. Il y a une simplicité dans cette action, une absence de calcul, une spontanéité. La question devient alors, est-il possible d'étendre cette qualité d'action à plus de domaines de notre vie ? Pouvons-nous travailler sans être attachés au résultat, en faisant simplement de notre mieux et en laissant le résultat être ce qu'il sera ?
Pouvons-nous poursuivre des objectifs sans que notre valeur ou notre bonheur dépendent de leur réalisation? Pouvons-nous planifier l'avenir tout en restant ancrés dans le présent, en voyant la planification comme une activité présente plutôt qu'une projection anxieuse? Cette approche n'implique pas que nous ne nous soucions de rien. Au contraire, quand nous ne sommes pas obsédés par les résultats, nous pouvons nous soucier plus profondément du processus, de la qualité de notre engagement, de l'intégrité de nos actions. Nous pouvons être pleinement investis sans être crispés, passionnés sans être désespérés, engagés sans être attachés. Il y a aussi une dimension éthique à cette forme d'action. Quand nous agissons principalement par espoir et crainte, nous sommes facilement corrompus. Nous sommes tentés de sacrifier nos principes pour obtenir ce que nous désirons ou éviter ce que nous redoutons. Mais quand nous agissons à partir d'une perception claire de ce qui est juste, sans attachement aux résultats, nous sommes plus stables, plus intègres. Nous pouvons faire ce qui est bon sans garantie que cela sera reconnu ou récompensé. Nous pouvons résister à ce qui est mal, sans certitude que notre résistance réussira. Cette action désintéressée a un autre effet remarquable. Elle est libératrice pour les autres. Quand nous interagissons avec quelqu'un qui n'attend rien de nous, qui ne nous juge pas en fonction de ce que nous pouvons leur apporter, il y a un espace de liberté qui s'ouvre. Nous pouvons être nous-mêmes, sans avoir besoin de performer, sans avoir besoin de répondre aux attentes. Cette qualité de présence, cette absence de projection et d'attente est peut-être le plus grand cadeau que nous puissions offrir aux autres. La simplicité retrouvée. Il y a quelque chose d'étrangement simple dans tout cela. Après avoir exploré les mécanismes complexes de l'espoir et de la crainte, après avoir examiné les structures neurologiques et psychologiques, après avoir considéré les implications philosophiques, nous revenons à quelque chose de très basique. Simplement être ici, maintenant, sans ajouter de couches supplémentaires de désir ou de résistance. Cette simplicité n'est pas une simplification forcée. Ce n'est pas que nous décidons d'ignorer la complexité, c'est plutôt que la complexité se révèle être en grande partie auto-créée, construite par nos projections, nos récits, nos luttes contre ce qui est. Et quand nous cessons de construire cette complexité, ce qui reste est remarquablement simple. L'expérience directe, telle qu'elle y est, sans élaboration. Un enfant vit naturellement dans cette simplicité. Il n'est pas constamment en train de comparer le présent à un futur idéal. Il n'est pas en train de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver demain. Il est simplement absorbé dans ce qui est là, le jeu, l'exploration, l'interaction. Bien sûr, l'enfant ressent aussi des désirs et des peurs, mais ils sont directs, immédiats. Ils ne sont pas chargés de toute cette élaboration temporelle que nous développons en grandissant. Avec l'âge et la socialisation, nous perdons progressivement cette simplicité. Nous apprenons à nous projeter, à anticiper, à calculer, à nous inquiéter, à espérer. Ces capacités ont leur utilité. Elles nous permettent de planifier, de nous préparer, de coopérer dans des projets à long terme. Mais nous finissons souvent par vivre presque entièrement dans cette projection, au point que le contact direct avec la réalité présente devient rare, presque accidentel. Retrouver la simplicité ne signifie pas redevenir enfant, ne signifie pas perdre nos capacités cognitives supérieures. C'est plutôt intégrer ces capacités dans une présence plus fondamentale, utiliser la pensée et la planification quand elles sont nécessaires, mais ne pas être constamment pris dans elles. C'est pouvoir passer entre différents modes, projection quand c'est utile, présence simple quand c'est approprié, sans être coincé dans un seul mode. Cette flexibilité apporte une légèreté remarquable. Nous ne sommes plus constamment tendus vers l'avenir, constamment en train de fuir le présent. Nous pouvons simplement être où nous sommes, faire ce que nous faisons, sans cette couche de commentaire mental, sans cette évaluation constante de si c'est assez bien, si ça nous rapproche de nos buts. Dans cette simplicité,
Les choses ordinaires révèlent une richesse insoupçonnée. Marcher devient intéressant, pas parce que nous allons quelque part, mais simplement le mouvement, le contact du pied avec le sol, le balancement du corps. Manger devient plus satisfaisant, parce que nous goûtons réellement, nous sentons les textures, nous remarquons les saveurs, plutôt que de manger distraitement en pensant à autre chose. Les interactions humaines deviennent plus riches, parce que nous sommes réellement là, présents à l'autre, écoutant vraiment plutôt que de préparer notre prochaine réponse. Cette qualité de présence simple est ce que les traditions contemplatives ont toujours pointé. Le zen parle de l'esprit du débutant, cette fraîcheur de perception qui voit chaque chose comme si c'était la première fois, sans l'accumulation de concepts et de jugements. Le taoïsme décrit le retour à la nature originelle, à cette spontanéité non forcée qui était là avant que nous apprenions à nous compliquer. Le bouddhisme enseigne la présence attentive, cette attention nue qui observe sans juger, sans immédiatement vouloir changer ce qui est observé. Et ce que toutes ces traditions suggèrent, c'est que cette simplicité n'est pas une perte. Ce n'est pas que nous devenons moins capables, moins intelligents, moins efficaces. C'est que nous cessons de gaspiller notre énergie dans une lutte inutile. Nous cessons de nous compliquer avec des désirs et des peurs qui n'ont pas besoin d'être là. Et dans cette simplification, nous découvrons une vie plus pleine, plus directe, plus satisfaisante. La simplicité dont il est question ici n'est donc pas une pauvreté, c'est une richesse. Non pas la richesse de l'accumulation, mais la richesse de la présence, de l'attention, de l'engagement direct avec ce qui est. C'est découvrir que nous n'avons pas besoin d'un futur parfait pour être complet, que la complétude est déjà là, dans la simplicité de l'instant présent. Et maintenant, alors que ces mots s'éloignent doucement, alors que votre attention peut commencer à dériver vers le repos. Peut-être reste-t-il quelque chose, pas une conclusion, pas une leçon à retenir, mais plutôt une qualité, une légèreté, l'idée qu'il est possible de vivre autrement, pas dans un futur lointain, pas après avoir tout compris ou tout résolu, mais maintenant, simplement, en cessant d'ajouter, en cessant de résister, en laissant l'instant être ce qu'il est. Cette paix sans espoir, ni crainte, n'est pas quelque chose à atteindre, elle est simplement ce qui reste quand nous cessons de fuir. Et elle est là, disponible, même dans les moments difficiles, même quand tout semble incertain. Pas comme un refuge, mais comme ce qui a toujours été là, sous l'agitation, sous les projections, sous la lutte. Laissez ces pensées se dissoudre maintenant, laissez-les devenir floues, imprécises. Il n'y a rien à retenir, rien à comprendre complètement, juste peut-être une impression, une texture différente de conscience. Et si le sommeil vient, accueillez-le sans rien attendre, laissez-vous glisser, simplement. Si ce voyage vous a touché, vous pouvez soutenir Sommeil et Savoir en vous abonnant à la chaîne. Bonne nuit